Aujourd'hui, il fait sombre. Aujourd'hui, la lumière peine à luire. On va donc parler de Céline et le voyage au bout de la nuit. Voyage au bout de la nuit, premier roman de Céline, celui qui l'a rendu célèbre. On est en 32, ça se passe quand même avant. On va juste voir comment le récit s'introduit. Un titre extraordinaire, Voyage au bout de la nuit, dont on ne sait si cette nuit est métaphorique ou réelle. Et évidemment, je sais pas, mais en tout cas, cette métaphore mise en place, dès le titre qui crée un horizon d'attente poétique, mystérieux et sombre en même temps, sombre, négatif, et évidemment bien souvent apocalyptique. On a beaucoup de réminiscences de l'apocalypse dans Voyage. Ça va placer d'emblée le récit dans une ambiance assez particulière. Et ça continue. Alors là, c'est un livre qu'on a vu avec mes étudiants de L2 ce semestre passé. Enchantement absolu. J'ai eu un mail de remerciement, ils ont été choqués, stupéfaits, ils ont aimé. Céline lui-même a été extrêmement polémique et on a pris ces polémiques à bras-le-corps dès le premier cours. Ce n'est pas ce que je veux évoquer aujourd'hui, d'autant que en 32, Céline n'est pas encore l'auteur des pamphlets. Et ça, c'est une toute autre problématique qui nous mènerait un peu loin. Donc, voyage au bout de la nuit, il faut se rappeler que le voyage, c'est une métaphore très très couramment utilisée pour parler de la vie, qu'on trouve dans toute la tradition occidentale. Et ça fonctionne quand même à fond. Une fois qu'on a passé ça, on a cette dédicace qui est longtemps restée mystérieuse à Elizabeth Craig. Elizabeth Craig est un des grands amours, ou une des grandes amours, de Céline, danseuse américaine. Elle a été retrouvée il y a quelques années par des chercheurs céliniens. Et donc elle a pu raconter ce qu'a été la rédaction de Voyage, puisqu'elle était alors en cohabitation avec Céline. En tout cas, ce n'est pas une dédicace qui est littérairement très fertile, clairement pas en 32, c'est dédicacé à une femme. Ce qui ne va pas de soi quand on se rappelle comment Flaubert se moquait de Renan dédicaçant la vie de Jésus à sa sœur et Saint Paul à sa femme. Et ce qui n'irait pas forcément de soi pour Céline, mais je crois que ces ambivalences sont précieuses. Deux épigraphes. Notre vie est un voyage. Dans l'hiver et dans la nuit, avec une majuscule, nous cherchons notre passage dans le ciel où rien ne luit, chanson des gardes suisses, c'est 193. Plusieurs choses intéressantes à noter. La métaphore de la vie comme voyage, dès l'épigraphe, la première épigraphe. Hiver et nuit, donc les saisons, comme métaphore de la vie, mais plus largement, ou plus étroitement, peut-être la journée elle-même, ou le cycle de 24 heures, comme une métaphore en soi, et on voit que ces jeux donc de concret abstrait, de métaphorisation, etc., sont quand même présents assez vite. Nous cherchons donc notre passage dans le ciel où rien ne luit, c'est quand même assez triste, et ça nous rappelle, ou ça nous place d'emblée dans une certaine ambiance. 793, la chanson des gardes suisses. Alors j'avais regardé, enfin plutôt j'avais vu quand Rigaudeur avait vu, c'était beaucoup mieux. C'est pas exactement une chanson de garde suisse, mais c'est très proche, parce qu'il s'agit en réalité d'une autre chanson qu'il a trouvée dans un recueil, mais rattachée à la Suisse. En tout cas, les gardes suisses me semblent importants dans la mesure où les gardes suisses sont les premiers à sentir très violemment la nostalgie. À la fin du XVIIIe siècle, donc les gardes suisses, ce sont les Suisses qui travaillent notamment au Vatican et qui, régulièrement à cette période, s'enfuyaient ou se suicidaient par nostalgie du pays. Et je crois que Céline a cette conscience. En tout cas, ce sens est quand même assez intéressant. Deuxième épigraphe, même seconde puisqu'il n'y en aura pas d'autres, non signée cette fois, non référencée, et là en fait on entre déjà dans la prose de Céline. Voyager, c'est bien utile, ça fait travailler l'imagination. Tout le reste n'est que déceptions et fatigues. Notre voyage à nous est entièrement imaginaire, voilà sa force. Il va de la vie à la mort.
Hommes, bêtes, villes et choses, tout est imaginé. C'est un roman rien qu'une histoire fictive. Littré le dit, lui qui ne se trompe jamais. Et puis d'abord, tout le monde peut en faire autant. Il suffit de fermer les yeux. C'est de l'autre côté de la vie. Allez, on y revient un peu. Voyager, c'est bien utile, ça fait travailler l'imagination. Complètement oral. Complètement oral, cliché absolu, les voyages forment la jeunesse, la rencontre avec l'altérité. Beaucoup de choses bien connues. Si on veut s'y pencher, j'avais trouvé très, très éclairant l'histoire de la curiosité de Justin Stagel, S-T-A-G-L, Geschichte der Neugier ou History of Curiosity, je crois que ce n'est pas traduit en français, mais qui montre en fait comment se met en place ce paradigme. En fait, on ne pouvait voyager au Moyen-Âge, le voyage, pour ne pas être une errance, devait avoir un but, et ce but ne pouvait pas être touristique, et le tourisme, enfin le pèlerinage, est un prétexte à la curiosité, comme la croisade, et la curiosité prend peu à peu le dessus, d'abord par l'érudition, puis par la formation intellectuelle avec le Grand Tour au XVIIe et XVIIIe siècle, et enfin le tourisme commence à acquérir ses droits au XIXe siècle. On pense aux Mémoires d'un touriste de Stendhal et à beaucoup d'autres ouvrages, le voyage dans les Pyrénées de Taine, des choses de cet ordre, qui légitiment le voyage pour le voyage, mais on garde cette espèce de faux motif d'imagination ici, bon, quand même assez moqué. On note l'oralité, ça fait travailler l'imagination. Tout le reste n'est que déceptions et fatigues, et comment ne pas penser à Flaubert et à l'éducation sentimentale. Il voyagea, il connut la tristesse. Ah, j'ai plus le passage en tête. Il revint. C'est quelques phrases. Notre voyage à nous est entièrement imaginaire, voilà sa force. Alors là, on est sur quelque chose qui ressemble beaucoup à une attestation de fictionnalité, quand le récit la contredira complètement, parce qu'on est à l'ouverture du récit en pleine Première Guerre mondiale. Et donc dans un cas totalement référentiel. Donc réalité, fiction, réalité, fiction. Donc ce voyage d'imagination peut se comprendre comme une métaphore qui va de la vie à la mort. Hommes, bêtes, villes et choses, tout est imaginé. Roman, rien qu'une histoire fictive. Littré le dit, lui qui ne se trompe jamais. Littré, évidemment, en tant que positiviste et rédacteur de son dictionnaire. Littré serait souvent utile aux écrivains, voire aux écrivaillons qui récupèrent des citations en épigraphe. Donc, un argument de référence, mais moqué, qui ne se trompe jamais. Paf. C'est presque une épithète formulaire épique, qui ne se trompe jamais. Littré, qui ne se trompe jamais. Et puis d'abord, on ne met pas « et » en début de phrase. Ça, c'est un style qui à la fois est très oral et très biblique. Et ça plonge, les deux connotations se retrouvent en même temps, me semble-t-il. Tout le monde peut en faire autant. Banal. La vie, c'est banal. Il suffit de fermer les yeux, donc pour l'imagination, etc. C'est de l'autre côté de la vie. Et là, cette dernière phrase, seule, isolée, en un paragraphe autonome, elle est parfaitement poétique. Oral, c'est le présentatif. De l'autre côté, là, on a en fait une métaphore parce que la vie est alors spatialisée de manière à en voir autre chose. Alors on peut penser aux arrière-mondes, on peut penser à pas mal de choses de cet ordre-là, mais ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est de voir comment cette métaphore poétique est oralisée, simplifiée, et comment cela, dans le même temps, lui donne une condensation et beaucoup plus forte, et ce qui en fait donc la poéticité. Voyage au bout de la nuit, pas de chapitre, des séquences, on trouve. Je vais pas lire en entier, mais on va faire quand même une pipite pour le plaisir. Parce que c'est splendide. J'espère ne pas le lire trop mal. Ça a débuté comme ça. Moi, j'avais jamais rien dit. Rien. C'est Arthur Ganat qui m'a fait parler. Arthur, un étudiant, un carabin lui aussi, un camarade. On se rencontre donc, place Clichy. C'était après le déjeuner. Il veut me parler, je l'écoute. Restons pas dehors, qu'il me dit. Rentrons. Ah, je rentre avec lui. Voilà. Cette terrasse qu'il commence, c'est pour les œufs à la coque.
viens par ici. Alors, on remarque encore qu'il n'y avait personne dans les rues à cause de la chaleur. Pas de voiture, rien. Quand il fait très froid, non plus il n'y a personne dans les rues. C'est lui-même que je m'en souviens, qui m'avait dit à ce propos, les gens de Paris ont l'air d'être toujours... ont l'air toujours d'être occupés. Mais en fait, ils se promènent du matin au soir. La preuve, c'est que lorsqu'il ne fait pas bon à se promener, trop froid ou trop chaud, on ne les voit plus. Ils sont tous dedans à prendre des cafés crème et des bocs. C'est ainsi. Siècle de vitesse qu'ils disent. Où ça? Grand changement qu'ils racontent. Comment ça? Rien n'est changé en vérité. Ils continuent à s'admirer et c'est tout. Et ça n'est pas nouveau non plus. Des mots, et encore pas beaucoup, même parmi les mots qui sont changés. 2 ou 3 par-ci, par-là, des petits. Bien fiers alors d'avoir fait sonner ces vérités utiles, on est demeuré là, assis, ravis, à regarder les dames du café. Après, la conversation est revenue sur le président Poincaré qui s'en allait inaugurer justement ce matin-là une exposition de petits chiens. Et puis de fil en aiguille sur Le Temps, le journal, où c'était écrit « Tiens, voilà un maître journal, Le Temps, qu'il me taquine Arthur Ganat à ce propos. Il n'y en a pas 2 comme lui pour défendre la race française. » Elle en a bien besoin, la race française, vu qu'elle n'existe pas, que j'ai répondu, moi, pour montrer que j'étais documentée. Du tac au tac. Si donc qu'il y en a une, et une belle de race, qu'il insistait, lui, et même que c'est la plus belle race du monde, et bien cocu qui s'en dédie. Et puis, le v'là parti à m'engueuler. J'ai tenu ferme, bien entendu. C'est pas vrai. La race, ce que t'appelles comme ça, c'est seulement ce grand ramassis de mythes dans mon genre, chassieux, puceux, transis qui ont échoué ici, poursuivis par la faim, la peste, les tumeurs et le froid, venus vaincus des 4 coins du monde. Ils ne pouvaient pas aller plus loin à cause de la mer. C'est ça, la France. Et puis c'est ça, les Français. Bardamu, qu'il me fait alors gravement. Et un peu triste, nos pères nous valaient bien, n'en dis pas de mal. T'as raison, Arthur, pour ça t'as raison. Haineux et dociles, violés, volés, étripés et couillons toujours. Ils nous valaient bien, tu peux le dire, nous ne changeons pas ni de chaussettes, ni de maître, ni d'opinion, ou bien si tard que ça n'en vaut plus la peine. On est nés fidèles, on en crève nous autres. Soldats gratuits, héros pour tout le monde et singes parlants, mots qui souffrent, on est nous les mignons du roi misère. C'est lui qui nous possède. Quand on n'est pas sage, il serre. On a ses doigts autour du cou, toujours. Ça gêne pour parler. Faut faire bien attention si on tient à pouvoir manger. Pour des rien, il vous étrangle. C'est pas une vie. Il y a l'amour, Bardamu. Arthur, l'amour, c'est l'infini mis à la portée des caniches. Et j'avais ma dignité, moi, que je lui ai répondu. Oh, désolé. Donc on voit bien que voyage, c'est l'impossibilité de parler et de prendre la suite de Céline. Juste ce début, on va dire quelques petites choses. Alors c'est dur à lire, surtout quand on est fatigué, et j'en suis affreusement désolée. Là, il faut lire, il faut écouter Arletty, il faut en écouter d'autres. C'est oral, ouais, c'est oral dès le début. C'est oral, c'est familier. Cette oralité, elle marque une connivence. Ça a débuté comme ça, moi. En même temps, elle place un sujet. Moi, j'avais jamais rien dit. Un sujet paradoxal, un sujet qui veut pas parler et qu'on fait parler. Rien, c'est Arthur Ganat qui m'a fait parler. Donc ça a débuté comme ça. C'est quoi un ça, là, comme ça, tout seul? C'est quoi ça? Ça reprend quoi? Normalement, le démonstratif, il est soit déictique en désignant quelque chose, soit anaphorique. Et éventuellement exophorique quand il fait référence à quelque chose que l'on connaît. Mais là, concrètement, on ne sait pas ce que c'est. Et ça marque. Et l'extension maximale, c'est-à-dire que ça peut s'appliquer à tout, et l'oralité. Le flou de la désignation. Ça a débuté comme ça. Alors, c'est ce qui va introduire le récit. Moi, paf. Donc, sujet paradoxal, marque d'oralité, phrase non verbale, rien. C'est Arthur Ganat qui m'a fait parler. Hop, le présentatif avec une phrase clivée, je crois, ou pseudo-clivée, mais clivée, me semble-t-il. Arthur, un étudiant, un carabin, lui aussi un camarade. Phrase non verbale, il n'y a pas de verbe là-dedans. Il y a un nom, et il y a des épithètes qui sont apposées, enfin des épithètes, des groupes nominaux qui viennent, en fonction épithète, le désigner. Étudiant, carabin, camarade, paf, avec un rythme ternaire. Et là, on commence à être tout de suite d'emblée dans la musique
de Céline, parce que c'est pas de l'oral, c'est le rythme de l'oral de la phrase écrite. Un camarade. Ça, c'est ouf, parce qu'on a une gradation. Alors, un carabin, lui aussi, les carabins étudiants en médecine, lui aussi, ça veut dire que Bardamu est bien un étudiant en médecine. On se rend compte donc, place Clichy, c'était après le déjeuner. C'est place Clichy. Je peux pas y passer sans y penser. Il veut me parler, je l'écoute, hop. Simplicité des phrases, ultra réduit. Il veut me parler, je l'écoute. Rentrons, je rentre. Tac, 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 tac. Ça donne l'impression et que ça va très vite et que c'est haché. Parce qu'on va avoir des effets de répétition avec des coupures fortes qui sont donc des points. Restons pas dehors, qui me dit rentrons, je rentre avec lui. Voilà, voilà, paf, ça a débuté comme ça. Voilà, tac, ça c'est la phrase minimale. En dessous on a oui ou non. Mais c'est des réponses, voilà. On est en pure fonction fatigue, celle qui va créer la connivence, qui permet de lier. Et là on ne sait pas si c'est une phrase que dit Bardamu à Arthur Ganat, ou une phrase que Bardamu adresse au lecteur, ou à la lectrice. Cette terrasse qui commence, c'est pour les œufs à la coque. Oh, je comprends pas pourquoi les œufs à la coque, je suis désolée, je pense que c'est parce que c'est bien aligné. Mais en tout cas, l'image est prosaïque. Allez, viens par ici, personne dans les rues, et clac. Et là, on va avoir une espèce de commentaire personnel qui vient d'Arthur, mais qui est porté par Bardamu sur ces gens qui marchent, mais qui ne vont nulle part, qui ont l'air affairés, qui ne le sont pas. Là, avec preuve. Et on a comme une parodie d'un raisonnement scientifique. Quand il fait très froid non plus, il n'y a personne dans les rues, etc. Et donc, je m'en souviens, qui m'avait dit à ce propos, les gens de Paris ont l'air, etc. Entre guillemets, clac. Des récits, des paroles dans des paroles. Toujours plus d'oral. Et on peut quand même noter que le prosaïsme des discours rapportés est quand même nettement plus fort que celui de la voix narrative, donc celle de Bardamu. Pour casser l'idée de « Ah, c'est de l'oral ». La preuve, etc., c'est qu'il ne fait pas bon. C'est ainsi, alors des cafés crèmes et des bocs, bon, là c'est du Rimbaud, les cafés crèmes et les bocs, ce sont c'est quasi un vers rimbaldien. C'est ainsi, siècle de vitesse qu'ils disent. Et là, on a quelque chose qui ressemble beaucoup au travail des surréalistes ou de Benjamin sur les collages. Colle des phrases comme ça, entre le discours rapporté, rapportant lui-même les titres de journaux, etc. Et puis les commentants. Tout cela pris dans un flux de paroles. Et ça, le collage, on le voit par ça. Ou ça, grand changement, qui raconte comment ça, rien n'est changé, etc. Et là, rien n'est changé. Bon, évidemment, je crois, en tout cas, c'est un passage qui a aussi, et pas seulement, mais aussi une portée métatextuelle. Rien n'est changé. En vérité, il continue à s'admirer, c'est tout, et ça n'est pas nouveau non plus. Et là, ça se précise, ce métatexte. Des mots, et encore pas beaucoup, même parmi les mots qui sont changés. Car les mêmes mots. Et là, on peut se rendre compte que toutes les réminiscences culturelles qui vont abreuver le voyage au bout de la nuit sont des réminiscences, par exemple, bibliques, donc j'ai cité l'Apocalypse. C'est toujours les mêmes mots. Alors, ce qui va changer, c'est pas forcément la lexicologie elle-même, mais c'est la façon dont les mots vont s'incruster dans la phrase, et c'est ce rythme comme ça qui en fait des tirs de mitraillettes, ou, comme le dit Céline dans les entretiens avec le professeur Y, c'est le rythme du métro. Paf, 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 tac, 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 tac. Ça se passe pas au niveau forcément du vocable, etc. Encore que, hein, bien sûr que Voyage est un texte qui porte des néologismes, mais pas encore. Et ça, c'est à la fois, rien n'est changé, tout va changer avec lui. Et je crois que c'est vraiment le premier grand roman du XXe, quand le dernier, c'est La recherche du temps perdu. Proust m'y revenant. Mais on a cette espèce d'enterrement de première classe de tout ce qui se fait de littéraire avant lui. Et ouais, il n'y a pas à dire, ça marche quand même. Hein. 2 ou 3 par-ci, par-là, des petits, bien fiers alors d'avoir fait sonner ces vérités utiles, comme on fait sonner des espèces trébuchantes. Hein. Et là, on a quelque chose qui vient, je crois, des faux monnayeurs. Le mot comme pièce, comme monnaie d'échange, mot qui va s'user. Enfin,
ces choses-là. On se rappelle que le grand-père d'André Gide était économiste. On est demeuré là, assis, ravis, vous savez, comme les ravis de la crèche, à regarder les dames du café. Là, assis, ravis, clac, et ça sonne. Paf, paf. On a des reprises comme ça vocaliques, à regarder les dames du café, donc ça fait un rythme ternaire comme ça dans la phrase, et qui va gonfler. Assis, ravis, à regarder, et à chaque fois ça commence par ah, tac, 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 on a un son anaphorique, les dames du café. Ah, ah, ah. Vous les voyez, les deux idiots qui regardent les dames, la bouche grande ouverte, ça marche. Après, la conversation est revenue sur le président Poincaré, qui s'en avait inauguré justement tout ça. Voilà, la conversation qui roule, l'idiotie ou la mesquinerie d'une exposition de petits chiens, et puis l'image du chien, le chien coprophage, le chien fidèle, le chien pas autonome. En plus petit, le temps, le journal, bon. Et cette discussion sur la race française, hallucinante et hallucinée. C'est très... alors là, je vais certainement et très probablement dire des bêtises sur les sciences nat ou la médecine chez Céline. Je renvoie à David Labreur, qui a travaillé sur le sujet. Mais cette question de la race, est-elle biologique, est-elle culturelle, qui se pose au 19e, ou plutôt qui se confond au 19e et se pose franchement dans ces années 30 et avant, etc. Enfin, puis clairement avant, quoi. Elle est particulièrement polémique. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer comment la réponse est celle d'une absence, mais passant par un discours d'autorité. En fait, plus que la discussion, c'est la façon dont les personnages se présentent en train de se présenter eux-mêmes, pour montrer que j'étais bien documentée, et du tac au tac, paf. En plus, c'est un rapide. Si donc, il y en a une et deux belles, etc. Donc, ils s'engueulent, j'ai tenu ferme, bien entendu. Donc, on se rappelle qu'ils sont dans un café. C'est vraiment une discussion de comptoir. C'est pas vrai, et là, paf, grand style célinien. La race que t'appelles comme ça, c'est seulement ce grand ramassis de miteux. Ramassis de miteux. Dans mon genre chassieux. Dans mon genre, hein, on s'inclut. Miteux. Dans mon genre chassieux, puceux, transi. Donc là, on a les sons. On a les assonances, on a les allitérations, nos voyelles consonnes, les sons se, les i, qui sont presque mimétiques et qui montrent aussi une truculence de la langue. Transi, puceux, poursuivi par la fin, l'épaisse, etc. Alors ça, en fait, on va voir que les groupes adjectivaux, ici, sont de plus en plus gros, ou en fonction adjectivale pour la relative, qui ont échoué ici, poursuivi par hop. Et là, on va avoir une nouvelle énumération qui entre dans une énumération, comme quand on ouvre une parenthèse dans une parenthèse. Et ça s'arrête. Il ne pouvait pas aller plus loin à cause de la mer, c'est ça la France, et puis c'est ça les Français. Clac. Formule résomptive pour contrecarrer l'effet grandiloquent de l'énumération elle-même. Bordamut, alors gravement, n'en dit pas de mal. Et haineuse et docile, violée, volée. Bon, la paranomase est évidente. Hein. Étripés et couillons toujours. Il nous valait bien. Donc là, hop, deux groupes de doublés synonymiques, mais avec là aussi des effets de gonflement, de rythme ascendant, croissant. Tu peux le dire, nous ne changeons pas ni de chaussettes ni de maître. Si ça, c'est pas un rappel de ni Dieu ni maître, ni de chaussettes ni de maître. Alors c'est amusant. Ça rappelle presque les slogans du MLF. Anachroniquement, évidemment. Ouvrez de tous les pays, qui lavent vos chaussettes. Mais ce prosaïsme est déjà chez Céline, cette alliance du grand slogan et du bas corporel le plus vil. Ni d'opinion, bien si tard que ça n'en vaut plus la peine, on est né fidèle et on en crève. Et ça, voilà, clac, on commence à complètement miner l'héroïsme. Alors on avait miné les héros, et là on mine l'héroïsme en tant que valeur. Et voyage ne fera que ça. Soldat gratuit, héros pour tout le monde et singe parlant. Mots qui souffrent, on est les mignons du roi misère. Bon, les mignons, évidemment, font retour sur le violet. Soldat gratuit annonce l'enrôlement immédiat et complètement contradictoire de Bardamu 2 pages plus loin. Héros pour tout le monde, là, hop, héros pour tout le monde, donc pour personne.
L'héroïsme, lui aussi, est dégradé. Le roi misère, qui nous en sert, hop, une personnification. Je me demande d'où elle vient, je me demande si elle ne vient pas de Nodie ou de quelque chose comme ça, mais là, il faudrait juste que je cherche. C'est lui qui nous possède, quand on est passage, il sert, et déjà, quelque chose de la vie, de la misère qui sera illustré tout au long de l'ouvrage, autant par Bardamu que par celle de ceux qu'il croise, est explicité. Il faut faire bien attention si on tient à pouvoir manger, pour derrière il vous étrangle. Voilà, la misère comme une oppression en fait. Mais qui va plus loin que l'oppression. Enfin, on est opprimé, on n'est pas oppressé. C'est pas juste un étouffement, c'est un étranglement. Il y a l'amour Bardamu à Arthur. L'amour, c'est l'infini mis à la portée des caniches. Et j'ai ma dignité, moi, que je lui réponds. Oh, puis on peut finir. Parlons-en de toi, t'es un anarchiste. Et puis voilà tout. Ce que cette question des chaussettes et des maîtres permettait de voir. Mais même dans l'anarchisme, Bardamu n'a aucun idéal. Hein. Et c'est aussi, c'est un anarchiste de l'anarchisme. Et on a quelque chose comme ça qui se refuse à même être un anti-héros dans le personnage. Mais cette phrase, l'amour c'est l'infini mis à la portée des caniches, qui rappelle les petits chiens du haut, caniches, les singes parlants, les singes savants, le caniche c'est l'animal de cirque, hein, par excellence. London a fait Michael Chien de cirque, c'est un caniche. C'est l'infini mis à la portée des caniches. Et l'amour lui-même tombe. Et l'amour lui-même est perdu, et la dignité serait justement dans l'absence d'amour. Je suis toujours estomaquée à chaque fois que je relis l'incipit du voyage. Je le trouve superbe. Je sais pas si ça vous intéresse, on verra d'autres passages du livre. Je sais pas, elle cite des choses comme ça. C'est un texte qui est hallucinant. Halluciné. Qui est une claque renouvelée. Bon, après, hein, on va dire que c'est bon pour la circulation. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment un genre de continuateur de Hugo. C'est du grotesque, encore plus grotesque, qui va donc jusqu'au misérabilisme, au pathétique, au grossier, encore plus que le grotesque, avec des pointes de sublime, comme s'il fallait éclairer le champ de ruines qui reste. Champ de ruines de l'humanité, mais aussi un champ de ruines littéraire. Et ça va toujours passer par des mots qui ne seront pas changés, mais qui seront tout de même inclus dans une langue qui elle-même change, parce que dénué de toute illusion. Et ce voyage au bout de la nuit ressemble beaucoup à une éducation sentimentale, parce que c'est vraiment un voyage dans la désillusion, de la part de Bardamu. Bardamu n'est pas encore dans le soldat. Alors après, Céline et le style, ouais, il se passe un truc. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose, notamment dans ces énumérations, et des énumérations qui en contiennent d'autres, et ces effets de rythme croissant, qui va être viriliste. J'avais lu cette phrase de Godard, je sais plus, de Céline dans la bio de Godard, où Céline affirme qu'il a un style fantastique, un style de couillu. Je sais pas où est passée la bio de Céline, là. J'ai trop le bazar en ce moment à la maison. Mais ça, c'était une phrase vraiment importante. Cette alliance de la virilité et du style, et qui passe là par la destruction de pas mal de valeurs. En fait, c'est vraiment la figure nihiliste, qui descend de Schopenhauer, de Nietzsche, etc. Donc, qui sont autant de formes de virilisme, mais c'est pas par hasard si ce sont quand même des auteurs pas particulièrement féministes. Hein. Ça va ensemble. Et ça passe par des styles, enfin en tout cas chez Céline, ça passe par un style qui est absolument brillant. Et qui en même temps refuse ce brillant parce que finalement il serait trop facile, et qui construit comme ça un ethos de gueulard complètement isolé, seul, avec sa voix comme ça qui roule sur les flots, qui se brise. C'est-à-dire qu'il fait à la fois la voix et le paysage qui reçoit cette voix. Et il y a une démonstration là-dedans. Il y a une démonstration claire, un projet, voilà. Ils n'avaient pas beaucoup changé les mots, etc. Voilà, il ne s'est rien passé. Attendez que j'arrive. Attendez de voir. Et ça, c'est une attitude, j'ai pas envie de dire de mec, j'ai envie de dire viriliste. Allez, on va rouler les mécaniques.
Je l'ai parfaitement en tant que femme. Hein. Mais je crois qu'il faut l'interroger aussi stylistiquement. Et ça passe évidemment par le rythme, surtout par le rythme, et pas seulement, alors par des réminiscences, de la virtuosité évidemment, mais par ces effets de rythme de regarde un peu, ça monte, et bam. Et là on est dans un rythme qui tient du cartoon, et vraiment des cartoons de l'époque, des années 30, où ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, mais avec quelque chose en plus. Que permet peut-être la littérature sans que la musique le permette, ou encore je n'en suis même pas sûre. Je pense pas. Hein. Non, je pense pas. Mais qui se passe là, comme ça, par des effets de souffle. On va essayer de creuser ça. J'espère que ça vous a intéressé, je vous dis à bientôt.